Sans plus tarder, je vais donner la parole à Bruce. Simplement quelques mots pour présenter la journée. Nous avons la chance, bien sûr, d'avoir Claude Romano parmi nous. Et cette journée est consacrée notamment, je dirais, à son œuvre, mais plus particulièrement à son dernier ouvrage, L'appartenance au monde. Et je suis très heureux d'accueillir Bruce, qui est déjà intervenu, me semble-t-il, dans le séminaire, mais il y a longtemps. Oui. Hein. Mais alors, je n'ai pas fait de recherche, Ouais. je ne peux pas dire quand. Sur la quotidienneté, Sur ça la, devait voilà, être c'était sur la 2005, quotidienneté. 2006. Oui, Voilà. tout à fait. Ouais. Tout à fait, je me souviens. Ouais. Oui, parce qu'on a toute une histoire maintenant, parce que le séminaire a plus de 30 ans. Hein. Donc, il est vrai que parfois on oublie qui est intervenu, qui n'est pas là. Et donc, bienvenue Bruce, et sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci Philippe, et merci à Éric Pommier pour leur invitation, et surtout merci à Claude d'avoir écrit ce magnifique livre auquel est consacrée cette journée d'études. Alors, j'ai donné comme titre « Nous ne sommes plus au monde », hein, la fameuse citation de Rimbaud, et autour de l'acosmisme, puisque c'était déjà le cas dans certains travaux de Claude Romano, mais encore plus prégnant dans celui-ci, l'appartenance au monde. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu un colloque sur l'acosmisme où on avait déjà abordé cette question. Alors, bien évidemment, je dirais pour parodier Nietzsche, hein, l'hôte le plus inquiétant de notre temps n'est peut-être pas le nihilisme, mais l'acosmisme, d'ailleurs qui en serait une sorte de version. Et en particulier, je dirais pour le mouvement phénoménologique, parce que si on observe ce terme d'acosmisme, donc littéralement d'absence de monde, de perte de monde, de privation de monde, les trois termes, me semble-t-il, peuvent s'appliquer à cette notion d'acosmisme, avec des nuances d'ailleurs un peu différentes. Il est frappant de constater que ce sont surtout les phénoménologues qui ont pointé, au fond, cette apparition, je dirais, d'une attitude, d'une perte, etc. Au fond, le premier quand même à le faire explicitement, c'est Heidegger, hein, dès traitant, lorsqu'il fait une analyse, au fond, de l'ontologie cartésienne, il y voit une perte de monde, c'est-à-dire une ontologie fondée sur une dualité stricte entre une intériorité auto-évidente et une extériorité réduite, au fond, à un ensemble de corps étendus, liés simplement par des relations causales et mécaniques, qui est d'ailleurs un des thèmes du livre, hein, qui commence par ce grand schisme. Hein. Et en un sens, au fond, le travail de Claude poursuit, au fond, cette critique de l'ontologie cartésienne au début, dans la première partie des traitants. Mais ce terme d'acosmisme a surtout été relayé, je dirais, par les élèves de Heidegger, hein, Hans Jonas, Gunther Anders, Hannah Arendt, Karl Levitt, d'ailleurs, qu'il a même retourné contre Heidegger lui-même, parce qu'il a presque accusé Heidegger d'avoir développé, en tout cas le premier Heidegger, une ontologie finalement, enfin une analytique existentielle de type acosmique. Alors, je dirais que l'originalité de la lecture de Claude Romano de cet acosmisme est de le lier à la question de l'idéalisme et du réalisme, et de voir au fond que la phénoménologie ne s'est pas encore totalement déprise de l'idéalisme, ce qui rend au fond sa propre critique de l'acosmisme insuffisante, étant donné qu'elle est elle-même prise encore dans un acosmisme résiduel, alors même qu'elle se fait, je dirais, le champion de la philosophie contemporaine, du monde, du retour au monde, de l'appartenance au monde, etc. Donc, messieurs les phénoménologues, encore un effort, hein, si vous voulez vraiment être non acosmique, hein, parce que l'acosmisme, au fond, vous colle au basque, hein, comme on peut dire une terre glaise, vous n'arrivez pas à vous défaire. Alors c'est pourquoi je vais surtout interroger cette relation de l'idéalisme et du réalisme pour voir en quoi l'idéalisme est ou n'est pas au fond acosmique. Hein. Et est-ce que au fond, est-ce que le réalisme tel que le propose Claude, un réalisme phénoménologique, hein, c'était déjà le cas
dans les repères éblouissants. D'ailleurs, à mon sens, l'appartenance au monde et le développement de 2-3 articles des repères éblouissants. Il y a 2 articles qui donnent le programme de travail et l'appartenance au monde et l'accomplissement de ce programme de travail. Alors, repartons de cette question du débat de l'idéalisme et du réalisme, qui a été, vous le savez tous, relancé au fond après la publication du livre de Quentin Mayassou, Après la finitude, 2006, qui a donné lieu à de nombreuses lectures, et notamment par les phénoménologues, puisque l'une des thèses du livre était quand même d'attaquer la phénoménologie comme profondément idéaliste, ou le nouveau nom d'idéaliste, corrélationniste. Je dois dire que depuis 20 ans, c'est presque 20 ans, parce que c'était 2006, il y a eu de nombreux colloques, journées d'études, livres, etc. Et je me suis toujours tenu à distance de ces débats. Je ne suis jamais intervenu, je n'ai donné d'articles, etc. Et je vais expliquer un peu les raisons pour lesquelles. Parce que déjà, quand le livre est paru en 2006, je pensais être profondément idéaliste. D'ailleurs, 1 an avant, il y avait eu un colloque à Louvain-la-Neuve qui s'appelait Phénoménologie et idéalisme, organisé par Marc Mescalque et le regretté Robert Brizard, où Jean-François Lavigne avait présenté son travail sur le tournant transcendantal de Husserl, qui était en fait une attaque de l'idéalisme de Husserl au profit, au fond, d'une métaphysique du Dasein ou de la vie de type heideggeriano en rien, enfin, chez lui. Et je me rappelle qu'à ce colloque, moi-même, vous allez voir, le titre de mon intervention était « Qui a peur de l'idéalisme transcendantal ?» Parce que dans la postface à mes idées directrices, Husserl dit clairement « Quand je parle d'idéalisme transcendantal, tout le monde s'enfuit. » Et de fait, tout le monde s'est effectivement enfui, parce que tous ces élèves, au fond, ont fui. Tous ces élèves de Göttingen ont quasiment tous abandonné, à part quelques-uns, parce que, en raison de ce tournant transcendantal. Donc je dirais que quand ce débat est réapparu au milieu des années 2000, autour de l'idéalisme et du réalisme, j'avoue que j'ai été assez circonspect parce que je pensais que ce débat ne me concernait pas. Parce que je pensais être un idéaliste au sens husserlien, je vais préciser, et que je voyais là, bon, vous savez, souvent c'est comme une sorte de chiffon rouge qu'on agite devant le taureau de la disputation, idéalisme, réalisme, alors tout le monde s'excite, etc. Et puis on reprend des arguments qui sont encore des arguments du 18e, etc. En fait, même, on regarderait dans l'école sceptique antique, on a déjà les mêmes arguments sur le statut du phénomène, est-ce que c'est le phénomène intérieur de type représentationnel, est-ce que c'est le phénomène extérieur. Donc je voyais comme ça une sorte de répétition un peu lassante de ces débats. Mais je dois dire que si je me tenais aussi à distance de ce débat, c'est parce que, me semble-t-il, le débat tel qu'il était posé par le livre de Meillassoux et par les débats qui ont eu autour du livre de Meillassoux était mal posé. Donc au fond, on s'excite spéculativement et intellectuellement autour de ce débat, mais à mon sens, ce débat est un faux débat ou un faux problème, comme dirait Bergson. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas un idéaliste qui n'est pas réaliste. J'avoue que si par réalisme on entend l'idée que le monde existe sans moi ou en dehors de moi, je ne vois pas un seul idéaliste qui ait cru le contraire. Et ils le disent, que ce soit Kant, Fichte, Schelling, si on prend les grands Hegel, il n'y a pas d'autre philosophie que l'idéalisme, dit Hegel, dans la science de la logique. Schopenhauer, appendice 1 du livre Le monde comme représentation, le monde comme volonté comme représentation, Husserl lui-même, etc. Husserl pourrait donner de multiples citations dans lesquelles Husserl dit clairement le monde existe, il est indubitable, et même il existe si je n'existais pas, etc. Donc, poser le débat entre un réalisme qui serait au fond la justification de la réalité indépendante du monde et un idéalisme qui nierait cette indépendance me semble étrange parce que, me semble-t-il, pas un idéaliste ne conteste l'existence indépendante du monde. Et même, ils vont plus loin. Ils pensent même la justifier, la légitimer par un dispositif idéaliste. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais fait mon propre mémoire de maîtrise, à l'époque on disait maîtrise, sur Berkeley, avec Geneviève Brickman à Paris 10, et même Berkeley, je dirais, on peut prouver
que pour lui, bien évidemment, le monde existe, que le monde existe en dehors de l'esprit des individus. Alors, pas en dehors de l'esprit de Dieu, mais en tout cas en dehors des esprits des individus. Alors, déjà un premier mot. Et pour quelle raison, me semble-t-il, le débat a été mal posé? Parce qu'au fond, le réalisme et l'idéalisme ne parlent pas tout à fait la même chose. Je vais m'expliquer. En fait, il y a deux registres ici qui sont continuellement mélangés, ce que j'appellerais le registre ontologique, c'est-à-dire poser l'existence de quelque chose, et le registre noséologique, qui est de légitimer la connaissance de cette position d'existence. Bien évidemment, quand on parle de réalisme, on entend d'abord une position existentielle, donc un registre ontologique. Il s'agit d'affirmer l'existence de la réalité en dehors de notre esprit. Alors que le registre noséologique, au fond, ne se pose pas cette question-là. La question qui se pose, c'est comment savons-nous que le réel existe indépendamment de nous? Nous savons qu'il est indépendant de nous, et Husserl le dit. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment justifier, au fond, cette position. D'autant plus qu'il y a, je dirais, dans la philosophie idéaliste, ce que j'appellerais une abstinence ontologique, c'est-à-dire une sorte d'abstention à poser immédiatement la réalité de quelque chose. À mon sens, c'est le sens profond de la démarche transcendantale chez Kant. On sait d'ailleurs le peu de cas que Kant faisait du terme d'ontologie, et c'est le cas aussi chez Husserl. Très rapidement, ce qu'il appelle le principe d'absence de présupposition des recherches logiques, c'est notamment l'absence de présupposition ontologique, de savoir que, au fond, peu importe de savoir si les phénomènes existent ou n'existent pas. Vous savez, une licorne m'apparaît comme Guillaume II, etc. C'est-à-dire que l'objet intentionnel existe ou qu'il n'existe pas, peu importe. Peu importe pour l'analyse phénoménologique. Donc, au fond, je dirais que l'idéalisme est une démarche philosophique qui, dans un premier temps, ce n'est pas qu'elle nie l'existence de la réalité. Tous les idéalistes sont des réalistes en ce sens-là, et ils le disent. C'est qu'ils mettent entre parenthèses, au fond, cette croyance, cette affirmation, pour essayer de la comprendre, pour essayer de la justifier. Alors, à mon sens, c'est parce qu'on confond ces deux registres qu'on en vient tout le temps à opposer idéalisme et réalisme. C'est-à-dire, au fond, il y aurait quatre possibilités. Il y aurait deux réalismes. Un réalisme ontologique, qui est, à mon sens, le vrai réalisme, et un réalisme noséologique, dont je parlerai tout à l'heure. Et puis un idéalisme ontologique, qui est en fait l'idéalisme absolu, mais qui, à mon sens, n'a jamais existé chez personne. Et un idéalisme noséologique, qui n'est rien d'autre qu'une démarche philosophique visant à justifier le réalisme. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les idéalistes disent qu'ils sont réalistes, et qu'ils sont même plus réalistes que les réalistes. Parce que les réalistes, au fond, ont des positions philosophiquement faibles. Donc c'est le type de justification philosophique qui oblige les réalistes que sont les idéalistes à devenir idéalistes et à quitter le réalisme qu'on pourrait nommer, je ne sais pas, naïf. Donc c'est parce qu'on confond systématiquement l'être et le connaître que l'on s'embourbe, me semble-t-il, dans ce débat, parce qu'au fond, dans ce débat tel qu'il est posé, on oppose toujours un réalisme ontologique à un idéalisme ontologique. Mais à mon sens, l'idéalisme n'est jamais ontologique. Alors, on verra tout à l'heure que, malheureusement, il tombe parfois dans ce travers, et il faut savoir le rectifier. Mais je dirais que l'esprit de l'idéalisme, à mon sens, n'est pas réaliste. Donc, au fond, le vrai débat qui doit se poser, à mon sens, c'est celui entre un réalisme ontologique. Le monde existe et il existe indépendamment de nos représentations. Et l'idéalisme noséologique qui accepte cette proposition, qui la trouve vraie, mais qui considère que cette vérité, au fond, ne peut pas se justifier elle-même. Au fond, le réalisme dit quelque chose de vrai, mais il est incapable de légitimer la vérité de sa position. Donc la matière du débat est là, au fond. La thèse ontologique, qui est la thèse de l'autonomie du réel en dehors de ma représentation, n'est pas incompatible avec la thèse noséologique, qui est la justification, par tout un dispositif réflexif transcendantal, de cette indépendance, qui ne peut être en quelque sorte que validée par ce dispositif idéaliste. Alors, bien évidemment,
pourquoi le réalisme est-il philosophiquement faible pour les idéalistes? Pourquoi, au fond, le réalisme est-il une position vraie, mais d'une sorte de vérité paradoxale, c'est-à-dire d'une vérité fragile? D'une vérité fragile. C'est en même temps d'une évidence incontestable, puisque les philosophes idéalistes, en tant qu'êtres, savent bien que la réalité existe et qu'elle existe indépendamment d'eux. Mais en tant que philosophes, la position réaliste leur apparaît, au fond, comme faible ou fragile. Alors, la thèse de l'indépendance du réel à l'égard des, on va dire le terme de représentation, ensuite on précisera, parce que bien évidemment le livre de Claude est une critique radicale de la notion de représentation, mais gardons le terme de représentation. À mon sens, c'est parce que la philosophie, notamment cette philosophie, je dirais, initiée par le mouvement kantien, est une philosophie qui cherche un type de vérité très spécifique. C'est-à-dire que la vérité du réalisme naïf ne peut pas satisfaire, au fond, les réquisites noséologiques de la philosophie. Qui sont lesquels? Qui sont, au fond, l'idée que le discours philosophique développe un type de vérité qui est l'accord entre le dire et le dit. C'est-à-dire qu'il y a, on le voit chez Kant, on le voit chez Fichte, d'ailleurs Isabelle Thomas-Fogiel a écrit il y a une dizaine d'années de beaux textes sur la réflexion chez Fichte, où, au fond, ce que Kant appelle science rigoureuse, que Fichte reprend, que Husserl reprend, etc., c'est pas la scientificité au sens, au fond, de l'accord d'une proposition avec des critères de type logique ou de type de la méthode scientifique, expérimentale, etc. Non, le type de scientificité philosophique, c'est le fait que tout ce qui est dit doit pouvoir se justifier lui-même et être en accord avec soi. Ce que Fichte appelle la conséquence avec soi. La conséquence avec soi, entre le dire et le dire. Or, bien évidemment, pour ce type de recherche philosophique de la vérité comme auto-légitimante, le réalisme, la thèse réaliste est insatisfaisante. La thèse réaliste, au fond, est inconséquente, puisque elle dit à travers une proposition, c'est-à-dire à travers une relation au monde, l'indépendance du monde qui serait en dehors de cette relation. C'est un peu, si vous voulez, pour les idéalistes, la thèse réaliste est un peu comme les thèses sceptiques. Les thèses sceptiques sont contradictoires, puisque les thèses sceptiques affirment quelque chose qui est contradictoire avec le fait de l'affirmer. Parce que bien évidemment, elles affirment quelque chose, il n'y a pas de vérité, mais bien évidemment, cette proposition se veut et vaut comme une vérité, et donc il y a une contradiction entre le contenu de la proposition et son énonciation. Mais je pense que pour les idéalistes, c'est la même chose. Entre l'énonciation d'une thèse réaliste, le monde existe indépendamment de moi, et le fait de le dire, il y a une contradiction performative, on pourrait dire, qui obsède, au fond, les idéalistes, et qu'ils veulent dépasser par un dispositif idéaliste. Non pas pour délégitimer le réalisme, mais pour être plus réaliste que le réaliste, en quelque sorte, pour donner une force au réalisme que le réalisme naïf n'aurait pas. Le réalisme naïf a une force dans la vie quotidienne, mais dans le débat philosophique, il n'en a pas pour les idéalistes. Ils voient les positions réalistes comme des positions inconséquentes. Donc c'est parce que la philosophie, au moins depuis Kant, aspire à ce type de scientificité spécifique que les thèses réalistes lui semblent, au fond, trop fragiles au regard de ce critère de scientificité. D'où, je dirais, une double démarche, qui n'est pas d'ailleurs inconséquente. Et on va voir, à mon sens, que finalement, le travail que fait Claude dans l'appartenance au monde, moi je le nomme idéaliste. À mon sens, c'est un idéalisme noséologique qui vise à justifier la réalité indépendante à partir de l'analyse du rapport entre le sujet connaissant et l'objet connu, ce qui est le propre de l'idéalisme. D'ailleurs, il le dit lui-même, ce n'est pas un idéalisme spéculatif ou métaphysique, au fond, type Meillassoux, objectiviste si l'on veut, c'est un idéalisme phénoménologique qui part de la relation entre le sujet connaissant et l'objet connu. D'ailleurs, il y a une citation très, très, très claire au sujet du phénomène. En somme, c'est page 252, en somme, s'il est vrai que la conscience perceptive n'est pas dans la tête ou n'est pas quelque chose d'ontologiquement subjectif du point de vue de son mode d'être, elle est plutôt quelque chose de relationnel
il ne s'ensuit pas qu'elle ne possède pas au moins une dimension mentale, ni qu'elle est hors de notre tête, ce qui ne veut rien dire, etc. Et puis il continue sur le fait que, par phénomène, il entend encore une relation entre l'objet et le sujet connaissant. Hein. Ce qui est, au fond, un corrélationnisme. Un corrélationnisme peut-être qui échapperait aux critiques de Meyasu. Alors, je dirais, il y a deux mouvements complémentaires, me semble-t-il, dans la démarche idéaliste. Ce que j'appellerais un mouvement réflexif, de retour en amont, c'est-à-dire de l'objet connu aux conditions de possibilité de sa connaissance, et donc de la thèse, la réalité existe indépendamment de nous. Donc, à quelles conditions pouvons-nous dire que la réalité existe indépendamment de nous? Et à mon sens, c'est ce que fait Claude dans l'appartenance au monde, ce qui me semble être une démarche proprement idéaliste, noséologiquement idéaliste, pas idéaliste au sens ontologique, mais je dis que cet idéalisme ontologique, de toute façon, c'est une sorte de croque-mitaine qui n'a jamais croqué personne. Enfin, les réalistes s'inventent une sorte d'ennemi imaginaire pour, en quelque sorte, mieux le descendre. Donc il y aurait d'abord une démarche réflexive de retour amont, vers les conditions subjectives ou autres, en tout cas vers les conditions de possibilité de la proposition le monde existe. Et puis il y a une démarche plutôt en aval qui va être de montrer que dans ces conditions subjectives du rapport à l'objet, il y a justement une transcendance par exemple de la perception, c'est ça le réalisme direct, c'est-à-dire on revient à la perception, on part du perçu, on revient à la perception, et dans la perception, on montre au fond ce mouvement de détachement du perçu par rapport à la perception qui justifie le réalisme. Donc d'ailleurs, à mon sens, la justification du réalisme dans ce livre se fait à partir de la perception, non pas à partir du perçu, à partir des propriétés de la perception. Or, la perception, ce sont des conditions subjectives de relation aux objets. Donc à mon sens, Claude, tu es encore idéaliste, mais en ce sens-là. Alors, j'avance un peu. Alors, pourquoi la certitude réaliste est-elle si fragile? Alors, je l'ai déjà dit, cette circularité, etc., qui la rend inconséquente avec elle-même. C'est un peu le même débat, si vous voulez, qu'avec la mobilité et l'immobilité. Pour prouver qu'on est réaliste, il faut simplement être dans le réel, marcher, etc. Bon, d'accord. Mais le problème, c'est que vous voyez bien que cette justification-là n'est pas tout à fait satisfaisante pour le type de discours philosophique que la tradition idéaliste développe. C'est pour ça que je pense que le débat, au fond, est lié au type de vérité que l'on recherche et au type de discours que l'on veut développer, et pas tellement au contenu des thèses eux-mêmes. Parce que tout le monde est réaliste. Enfin, je dirais que... Et puis les idéalistes le disent eux-mêmes. Donc, il est difficile de les attaquer en disant que leur position consisterait à fragiliser la croyance dans l'existence indépendante du monde. Alors, si tout était tel que je l'ai dit dans le meilleur des mondes possibles, ce serait formidable. Le problème, c'est que, bien évidemment, l'idéalisme noséologique a tendance à dépasser les bords de sa propre démarche noséologique et à flirter, je dirais, avec un idéalisme ontologique qui, lui, là, mérite effectivement les critiques et les attaques du réalisme ontologique. De même, alors, vous voyez, il y avait 4 possibilités, 2 réalismes et 2 idéalismes, et au fond, les deux sont liés, parce que, autant à mon sens, le réalisme ontologique, c'est l'idéalisme noséologique, c'est la même chose, sauf que c'est un réalisme ontologique philosophiquement légitimé. Venons-en maintenant aux 2 autres possibilités, le réalisme noséologique et l'idéalisme ontologique. Alors, par réalisme noséologique, au fond, il faudrait entendre le fait que c'est un réalisme assez étrange, puisqu'il considère que n'est réel que le connu, que ce qui, justement, a traversé, au fond, l'élucidation des conditions de possibilité de la connaissance de l'expérience.
Et donc, en ce sens-là, le réalisme gnosiologique ne reconnaît la réalité qu'en tant qu'elle est connaissable par un dispositif, au fond, par un dispositif de connaissance qui d'ailleurs peut être subjectif ou autre. On peut dire, bon, vous savez, tous les débats sur le sens du réel dans la physique quantique, etc. À mon sens, c'est un réalisme gnosiologique, c'est-à-dire qu'on pose n'est réel que ce qui est observable, connaissable par dispositif qui peut être soit philosophique, soit scientifique, expérimental ou autre. Et puis, il y a l'idéalisme ontologique. Alors, l'idéalisme ontologique, alors voilà l'ennemi. Voilà, c'est ce que le réalisme, au fond, ne supporte pas. C'est celui qui, au fond, dévaloriserait finalement la réalité indépendante du monde pour la faire dépendre de la réalité de l'esprit. C'est ça l'idéalisme ontologique. Donc c'est un idéalisme qui, d'une certaine manière, hiérarchise, soit dans un premier temps, hiérarchise au fond deux types de réalités, la réalité de la conscience absolue face à la réalité relative du monde, c'est l'IDN 1, qui, de fait, et je le reconnais, a trempé dans l'idéalisme ontologique. Et d'ailleurs, quand les réalistes attaquent l'idéalisme husserlien, c'est essentiellement les IDN 1, parce que bien évidemment, il y a des formules, d'ailleurs que Claude rapporte, et dans les repères éblouissants, etc., ou même dans Au cœur de la raison, déjà, il y a des formules qui sont de type ontologique, c'est-à-dire il y a une ontologisation de la conscience absolue, et une relativisation de la réalité du monde vis-à-vis de cette conscience absolue, qui entraîne là, effectivement, à mon sens, une transgression de l'idéalisme gnosiologique en un autre type d'idéalisme qui est... Alors, est-ce une erreur de parcours de Husserl ou pas, ou est-ce la vérité profonde de Husserl? Pour ma part, je pense que c'est une erreur temporaire due à l'influence de Paul Natorp et des néo-kantiens, parce que entre 1912 et 1920, il y a un grand dialogue philosophique avec Natorp, etc., qui lui a vraiment une position idéaliste, alors ontologique, et on sent que Husserl est influencé. D'ailleurs, vous avez des appendices aux idéons où il y a beaucoup de thèses comme ça sur l'idéalisme, vraiment un idéalisme ontologique, vraiment d'une relativité. Dans Erste philosophie première, il y a encore quelques formules. Mais si vous lisez la postface à mes idées directrices, qui est au fond, pas le testament philosophique, mais le texte que Husserl écrit quand il part à la retraite, sa justification de l'idéalisme transcendantal, à mon sens, est exempte de cette chute dans un idéalisme ontologique. Mais je laisse ce débat de côté. Donc en fait, l'idéalisme ontologique, ce serait un idéalisme qui, réaliserait la conscience connaissante en un type de réalité absolue, et qui, deux, relativiserait la réalité du monde vis-à-vis de cette réalité absolue. Alors, bien évidemment, et d'ailleurs, cet idéalisme ontologique n'est pas très différent du réalisme gnosiologique, puisque bien évidemment, dans le réalisme gnosiologique, n'est réel que ce qui est connu, ce qui correspond totalement à l'idéalisme ontologique dans son absorption, on pourrait dire, de la réalité dans la sphère de l'être connu. Donc les frontières sont, je dirais, poreuses entre réalisme ontologique, réalisme gnosiologique, idéalisme gnosiologique et idéalisme ontologique. L'idéalisme gnosiologique est toujours susceptible de succomber, au fond, à cette tentation de réaliser les simples conditions de la légitimation de la connaissance en une réalité. Alors pourquoi le fait-il? Pourquoi le fait-il? Enfin, pourquoi a-t-il la tentation? Parce que de fait, il le fait assez souvent. Donc, quand j'oppose un idéalisme gnosiologique à un idéalisme ontologique, au fond, c'est presque un idéal type weberien, mais est-ce que ça tient chez Kant? On peut le montrer. La subjectivité transcendantale est réalisée, c'est un je suis, il le dit clairement. Elle existe, c'est une réalité, c'est pas simplement une structure de justification de la connaissance. Chez Fichte, alors, nul besoin de dire qu'elle est, réalisée, etc.
Alors, l'abstinence ontologique dont je parlais, visiblement, est transgressée hein, par l'idéalisme gnosiologique. Puisque, au fond, on pourrait dire cette réalisation est en trois temps. Le sujet connaissant est une réalité, enfin le sujet transcendantal, sinon dans cette tradition d'idéalisme transcendantal, le sujet transcendantal est une réalité. C'est une réalité dont dépend la réalité extérieure, et c'est une réalité absolue, au fond, qui est la source de justification du sens de la réalité extérieure, qui devient relative à. Donc la dépendance n'est pas que noséologique, la dépendance est ontologique. Alors que bien évidemment, dans la première démarche que j'ai indiquée, celle de l'idéalisme noséologique, la dépendance n'était que noséologique. Ce qui est à mon sens encore le cas dans cet ouvrage. Puisque toute la démonstration est bien une dépendance du perçu par rapport à la perception. Alors pourquoi cette chute de l'idéalisme noséologique en idéalisme ontologique? Alors, je vais simplement indiquer les conditions chez Husserl, et pas reprendre toute la tradition idéaliste, ça nous amènerait beaucoup trop loin. Je crois que cette chute chez Husserl est due à des raisons purement phénoménologiques. C'est-à-dire que, au fond, si en régime phénoménologique, l'être dépend de la manière dont les choses nous apparaissent, chez Husserl, au fond, il y a une partition que l'on peut contester, d'ailleurs que Claude Romano conteste dès au cœur de la raison, etc. Il y a une partition entre deux régimes, au fond, de manifestation. Celui, on pourrait dire, de l'intériorité, des vécus, des actes ou des data élétiques, et celui des objets intentionnels extérieurs. Au fond, les premiers sont susceptibles d'une intuition évidente, adéquate, voire apodictique, et les seconds, simplement, d'une intuition relative, présomptive, etc., liée à la structure de la donation perceptive, des choses du monde. Et donc, d'une certaine manière, si Husserl, à mon sens, est conduit à donner un poids ontologique à la subjectivité connaissante, c'est parce que cette subjectivité connaissante s'apparaît à elle-même sur un mode de connaissance qui est absolu. Et comme en régime phénoménologique, au fond, l'être découle du connaître, puisque le sujet se connaît absolument, pourquoi ne croirait-il pas qu'il n'est pas un être absolu? Il n'y a aucune raison pour le sujet transcendantal de croire qu'il n'est pas un être absolu, puisqu'il s'apparaît comme un être absolu. Et même dans certains textes, vous direz Husserl, il se sent même comme un être immortel, puisqu'il s'apparaît comme un être immortel. Il n'y a rien de mortel dans la subjectivité transcendantale en ce sens-là, puisqu'elle se donne à elle-même d'une manière totalement évidente, etc. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas si évident que cela, parce que dès les Idéons, Husserl indique que la temporalité de cette subjectivité fait qu'il y a quand même une relativisation interne de cette évidence interne, mais globalement, cette thèse est quand même maintenue même jusqu'à la fin. Donc, à mon sens, la dérive ontologique de l'idéalisme noséologique, en tout cas pour Husserl, découle, au fond, de raisons phénoménologiques. Ce qui nécessite précisément, pour déconstruire l'idéalisme ontologique, en tout cas la dérive du noséologique en ontologique, de déconstruire cette partition entre l'évidence interne et l'évidence externe. Ce que fait le travail de Claude. Parce que tout est là, au fond. Si on arrive à avoir une autre conception du mode de donation de tous les objets à la conscience et de ne plus hiérarchiser, au fond, l'autodonation des vécus internes par rapport à la donation des objets externes, si l'on veut, d'ailleurs externes au sens vague, parce qu'il y a des objets qui n'appartiennent pas au monde, les nombres, etc., alors, en un sens, à mon sens, la dérive ontologique de l'idéalisme ne pourra pas s'effectuer. Alors, je dirais que l'apport du travail de Claude Romano, c'est, tout en partant de la perception, et j'y insiste, c'est pour ça qu'à mon sens, moi je vois la continuation de la tradition idéaliste classique, c'est-à-dire une philosophie de la réflexion qui s'interroge sur les conditions de possibilité du rapport à l'objet. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, d'ailleurs,
il ne conteste pas l'idée de relation et de rapport. Hein. C'est toujours, on part du rapport, hein, alors que, bien évidemment, le réalisme métaphysique ou spéculatif, lui, part justement de types de raisonnement ou de démonstration qui veulent aller au-delà du rapport. Bien évidemment, je dirais, le grand argument, c'est celui du réalisme direct. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, dans la perception, l'acte de perception s'efface derrière le perçu, de sorte que ce que la perception nous donne, hein, ce n'est pas la relation, mais le terminus ad quem, hein, c'est-à-dire le perçu. Thèse d'ailleurs que Grégory Jean développe lui-même dans L'Humanité à son insu, hein, à partir des travaux d'Étienne Bimbonnet sur son livre sur le réalisme, hein, indiquant qu'au fond, la perception humaine, qui au fond est une thèse merleau-pontienne, hein, qu'on retrouve continuellement, hein, Le visible et l'invisible, page 17, hein, nous voyons les choses mêmes, le monde est cela que nous voyons, hein, des formules de ce genre, hein, si j'arrive à me relire, expriment une foi qui est commune à l'homme naturel et aux philosophes. Hein. Donc ce que nous ne voyons pas notre manière de voir les choses, nous voyons les choses. Hein. Nous percevons la réalité ou les réalités dans leur indépendance. Alors, je crois qu'il y a là effectivement quelque chose de neuf dans la phénoménologie contemporaine qui, en un sens, peut être déjà chez Husserl. Hein. On peut dire chez Husserl, il y a les deux, parce qu'au fond, il y a d'ailleurs, Claude l'indique bien, s'il s'agit de critiquer la notion de représentation, etc., Husserl l'a déjà fait dès les recherches logiques, hein, même si, de fait, il retombe lui-même dans une forme de représentationnalisme, et je suis d'accord avec lui. On vous rappelez que, d'ailleurs, c'était dans cette salle, il y a bien longtemps, avec Jacques Anglish, quand il avait commencé à traduire Twardowski, etc., le fameux texte « Objet et contenu des représentations de Twardowski », dès 1894, Husserl avait critiqué Twardowski, qui dédoublait au fond l'objet entre un contenu immanent, une image mentale, hein, le contenu, et puis l'objet, qui était l'objet perçu, si l'on veut, et Husserl, au fond, aurait conquis sa propre conception de l'intentionnalité contre le dispositif diploplique, hein, disait Husserl, c'est-à-dire il voit double, hein, de Twardowski. Mais de fait, et je suis d'accord avec Claude, de fait, Husserl a quand même tendance à redualiser, au fond, l'objet intentionnel, puisque, effectivement, il y a l'objet intentionnel dans son mode de donation, et puis il y a l'objet intentionnel comme cet X, hein, cette idée kantienne, etc., qui fait que, certes, l'objet intentionnel dans son commun n'est pas mentalisé, mais il y a encore un dédoublement, hein, qui pourrait, au fond, montrer que sa critique du représentationnalisme, hein, n'est pas encore achevée. Certes, la représentation n'est plus mentale, mais il y a encore un intermédiaire entre l'objet et la conscience, qui est le noème dans son commun. Alors, je dirais, voilà, l'originalité, c'est... Alors, je dirais que dans la démarche de la phénoménologie contemporaine et dans sa tentation réaliste, je dirais qu'il y a deux tendances. Il y a deux tendances. Il y a la tendance qui consiste à dissocier l'apparaître pour nous et l'apparaître en soi. C'est de dire, au fond, si l'apparaître pour nous nous conduit presque à des positions idéalistes, puisqu'il maintient la corrélation, la relation, essayons de penser un apparaître du monde qui soit indépendant de l'apparaître de ce monde à nous. Et donc là, je dirais, on a une tradition qui est celle de Patočka et, plus proche de nous, de Renaud Barbaras. Ce n'est pas celle de Claude qui part de l'apparaître pour nous. De l'apparaître pour nous. Quand il parle de phénomène, d'apparaître, etc., ce n'est pas l'apparaître du monde tel qu'on pourrait le lire dans certains textes de Dufresne, de Patočka, etc., qui serait un apparaître sans personne pour lequel cela apparaît, hein, mais qui serait une forme aussi de réalisme phénoménologique, mais un réalisme phénoménologique de l'en-soi. Hein. Alors que là, on a un réalisme phénoménologique du pour soi, hein, ou du pour nous. Hein. Donc il y a cette tendance, au fond, le monde a un mode d'apparaître autonome, et donc la réalité autonome du monde est justifiée par son mode d'apparaître autonome. Et puis il y a une autre, je dirais, une autre voie
qui est la voix de Étienne Barbonnet, de Grégory Jean et de Claude Romano, qui est de dire, au fond, l'apparaître pour nous est un apparaître qui, au fond, est l'apparaître en soi du monde. Puisque dans la relation que nous avons avec les choses qui apparaissent, cette relation elle-même n'est pas subjective, relative. Elle nous donne les choses telles qu'elles apparaissent. Même la notion de perspective, il y a de beaux passages, même la notion de perspective, au fond, n'est pas à entendre comme un point de vue individuel, ou même humain d'ailleurs, parce qu'on pourrait sur les choses, mais au fond comme un accès direct, la formule revient assez souvent, comme un accès direct aux choses. Ce qui fait que la distinction entre apparaître en soi et apparaître pour nous n'a pas de sens, puisque l'apparaître pour nous, c'est l'apparaître en soi. Donc on n'a pas à présupposer un apparaître originel du monde, une sorte de cosmogonie, ou de phénoméno-cosmogonie, comme dans les textes de Barbaras, où on passe de l'apparaître du monde, et puis ensuite on se demande comment cet apparaître du monde donne l'apparaître pour nous, puisque de notre point de vue, l'apparaître pour nous, c'est l'apparaître du monde. Oui. Alors, me semble-t-il, la question que je me pose et que j'ai déjà effleurée, c'est que ce réalisme phénoménologique-là, qui part de l'apparaître pour nous comme un apparaître manifestant un réalisme direct de l'apparaître, je cite Claude dans Les repères éblouissants, c'est la perception qui fournit le terrain d'élection où se bâtit un tel réalisme. Donc le réalisme est bien un réalisme de la perception, donc on part bien de l'apparaître pour nous. À mon sens, le problème qui se posait à moi, enfin la question que je voulais poser, mais que j'ai déjà effleurée, c'est si nous savons que la réalité indépendante est indépendante à partir de la relation que nous avons avec nous, alors, au fond, cette thèse n'est-elle pas idéaliste, au sens où je l'ai indiqué, de l'idéalisme noséologique, qui est justement une manière de légitimer par toute une réflexion sur les conditions transcendantales de la manière dont nous percevons le monde, la réalité indépendante, et de, justement, éviter la faiblesse argumentative du réalisme spéculatif qui est, au fond, obligé, on le voit chez Meyassou d'ailleurs, d'utiliser la science-fiction, etc., enfin d'utiliser des hypothèses, d'utiliser l'imagination. Au fond, je dirais que le réalisme spéculatif est un réalisme de l'imagination. Il faut imaginer des situations dans lesquelles, au fond, il n'y a plus de témoins, il n'y a plus d'observateurs possibles, alors que là, on a un réalisme de la perception, qui est un réalisme de la corrélation. Donc voilà. Et puis alors, mon autre question, c'est que, au fond, tout réalisme n'est-il pas cet idéalisme noséologique? Et en ce sens-là, est-ce que ce n'est toujours pas la question du type de vérité, de la légitimation de ce type de vérité dans le discours de philosophique, qui anime encore ce travail et qui, à mon sens, appartient à la plus belle et la plus noble tradition idéaliste qui soit. Voilà.